Je vais te parler d'un endroit en France que tu as probablement traversé sans jamais vraiment le voir. Peut-être en voiture sur l'autoroute. Peut-être en train. Une fenêtre, des champs, des forêts, quelques clochers au loin. Et tu t'es dit, tiens, c'est beau la campagne française. Avant de retourner sur ton téléphone. Ce que tu as vu par cette fenêtre, c'était la diagonale du vide. Ce terme, il a été inventé par des géographes pour décrire une bande de territoire qui traverse la France du nord-est au sud-ouest. Des Ardennes jusqu'aux Landes. Ça passe par la Haute-Marne, la Nièvre, la Creuse, le Cantal, la Lozère, l'Aveyron. Une diagonale d'environ 1500 km de long, traversant 20 départements, qui concentre les zones les moins densément peuplées d'Europe occidentale. Mais derrière ce nom de géographe un peu froid, il y a quelque chose de beaucoup plus concret. Des villages qui existaient depuis le Moyen Âge. Des clochers, des boulangeries, des cafés du lundi matin. Des familles installées depuis des générations. Des enfants qui jouaient dans les rues, des anciens qui se retrouvaient sur la place. Et maintenant ? Le silence. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans ce couloir. Pas pour te faire peur. Pas pour te vendre une maison pas chère. Mais pour qu'on regarde ensemble ce qui se passe vraiment dans cette France-là. Celle qu'on voit jamais dans les journaux nationaux, celle dont on parle jamais aux informations de 20 heures, celle qui disparaît doucement sans que personne sonne l'alarme. Et je vais te poser une question à la fin de cette vidéo. Une question simple mais à laquelle peu de gens ont une réponse honnête. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce genre de sujet t'intéresse, la France profonde, les territoires oubliés, les réalités qu'on cache sous le tapis, je t'invite à t'abonner à La France qui disparaît. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et honnêtement ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Un like aussi, ça compte énormément pour que cette vidéo soit vue par le plus de monde possible. On y va. Partie 1. Le mécanisme que personne n'explique vraiment. Commençons par quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique clairement la première fois que j'ai entendu parler de la diagonale du vide. Parce que la plupart des articles sur le sujet te donnent les chiffres. La densité de population, les statistiques de l'INSEE, les courbes démographiques. Et c'est utile. Mais ça te donne pas vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est pas le chiffre. C'est le mécanisme. Comment, concrètement, un village qui a survécu aux guerres, aux épidémies, aux crises économiques depuis le Moyen Âge. Comment ce village-là finit par mourir au tournant du XXIe siècle. Voilà comment ça fonctionne. Et une fois que tu l'as compris, tu le vois partout. Au départ, t'as un village normal. Pas extraordinaire, pas de château classé UNESCO, pas de spécialité gastronomique réputée dans tout le pays. Juste un village ordinaire. Des familles, une école avec 2 classes, un café-tabac qui fait aussi épicerie, un médecin qui consulte 3 jours par semaine, un marché le vendredi matin. La vie ordinaire d'un endroit ordinaire. Puis les jeunes partent faire leurs études. C'est normal, c'est partout pareil en France. Mais dans ces territoires-là, beaucoup ne reviennent pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur région d'origine. Non pas parce qu'ils ont honte d'où ils viennent. Mais parce qu'il n'y a pas de travail pour eux là-bas. Leur métier, ils s'exercent en ville. Leurs amis sont restés en ville. Et la vie qu'ils ont trouvée ailleurs, elle ressemble plus à ce qu'ils imaginaient pour leur avenir. Résultat, la population vieillit. Il y a moins d'enfants. L'école perd des élèves. Et là intervient quelque chose de très précis, de très documenté, et qui me semble être l'une des décisions les plus lourdes de conséquences pour ces territoires. Quand une école rurale perd des élèves, l'éducation nationale regarde les chiffres. Si les effectifs tombent en dessous d'un certain seuil, la classe ferme. C'est une décision administrative, prise selon des critères comptables, souvent à des centaines de kilomètres du village concerné. À la rentrée 2025-2026, la carte scolaire nationale prévoyait 470 suppressions de postes dans le premier degré, pouvant entraîner près de 5000 fermetures de classes, dont une majorité en zone rurale. 5000 classes rurales, dans des villages où l'école est souvent le dernier service public.
le dernier lien concret entre l'État et les habitants. Et voilà ce qui se passe après la fermeture de l'école. Les familles avec des jeunes enfants partent. Parce que l'école est maintenant à 20-30 km. Parce que ça veut dire 1 heure de trajet aller-retour chaque jour pour amener les enfants. Parce que pour beaucoup de familles, c'est tout simplement pas compatible avec une vie normale. Le café ferme parce qu'il n'a plus assez de clients pour être rentable. La boulangerie ferme parce que le boulanger part à la retraite et personne ne reprend. Pourquoi quelqu'un reprendrait une boulangerie dans un village qui se vide? Le médecin s'en va parce qu'il n'y a plus assez de patients pour justifier son cabinet. Et là, on rentre dans une spirale. Moins de services, moins d'habitants. Moins d'habitants, moins de raisons d'investir dans des services. Et ainsi de suite, indéfiniment. Un sénateur a résumé ça très clairement lors d'un débat au Sénat en 2024, en disant que c'est un cercle vicieux qui transforme nos territoires ruraux en déserts éducatifs. Ce mécanisme, les économistes ruraux l'ont documenté depuis des décennies. Ce qui est frappant, c'est pas que ça existe, c'est que personne ne l'arrête vraiment. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo. Les chiffres qui font vraiment réfléchir. Parlons maintenant des chiffres. Pas pour t'assommer de statistiques, mais parce que certains chiffres, une fois qu'on les a entendus, on les oublie plus. La France est le pays qui a le plus de communes dans toute l'Union européenne. 36 697 communes. C'est un chiffre qui me stupéfie à chaque fois que je le lis. Plus que l'Allemagne, plus que l'Espagne, plus que l'Italie. Et dans ces 36 000 communes, une grande partie sont dans ce couloir de la diagonale. Et dans ce couloir, beaucoup sont en train de mourir. En 2024, la France comptait plus de 30 communes avec moins de 10 habitants. Pas 10 familles, 10 individus. Et au bout du bout de cette liste, il y a un endroit qui résume tout à lui seul. Un endroit qui est devenu une sorte de symbole malgré lui. Rochefourchat, dans la Drôme. Village le moins peuplé de France depuis 2006. Une seule habitante permanente. Une dame de 65 ans qui s'appelle Josette et qui habite seule sur un territoire de près de 13 km². Parce qu'elle est la seule habitante, elle est automatiquement adjointe au maire. Le maire, lui, c'est un avocat parisien. Il vient tenir les conseils municipaux toutes les 3 mois. Prends le temps de visualiser ça. Un conseil municipal réglementaire, avec ordre du jour, procès-verbal et délibération. Pour une seule personne. Dans un village où il n'y a plus ni café, ni école, ni médecin depuis longtemps. La République française maintient administrativement un endroit qui n'existe plus vraiment en tant que communauté humaine. Et Rochefourchat, c'est pas le cas le plus extrême. Il existe 6 communes françaises avec 0 habitants. Beaumont en Verdunois, Besonvaux, Cumières-le-Morhomme, Fleury de Vendômont, Aumont-près-Samonieux et Louvemont-Côte-du-Poivre. Toutes dans la Meuse. Toutes détruites pendant la Première Guerre mondiale et jamais reconstruites depuis. Elles ont un code postal, un budget voté chaque année, un maire élu, et personne à gouverner. La République paie pour administrer l'absence. Parce que fermer ces communes administrativement, ce serait admettre que la guerre a définitivement gagné quelque chose. Et ça, l'État ne peut pas se le permettre symboliquement. Je trouve ça à la fois absurde et profondément humain. On maintient des structures vides pour ne pas avoir à dire que certains endroits sont morts. Maintenant, voici le chiffre qui m'a vraiment arrêté. Un chiffre qui ne concerne pas les cas extrêmes de Rochefourchat ou des villages fantômes de la Meuse. Un chiffre qui concerne un département entier, au cœur de la diagonale. En Creuse, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, atteint presque moins 1% par an. C'est un record absolu en France. Il y a 2,5 fois plus de décès que de naissances dans ce département. En 2024, seulement 713 bébés sont nés en Creuse.
2 fois moins que dans les années 1970. 713 naissances dans tout un département. Pour te donner une comparaison concrète, c'est à peine plus que ce qu'on trouve dans un seul arrondissement de Paris pour une même période. Un département entier qui n'est moins qu'un quartier parisien. Pourquoi ça s'est passé? La vraie histoire. Bon, on a vu les chiffres. Maintenant, la vraie question que je me pose depuis le début de cette vidéo. Pourquoi? Comment la France en est-elle arrivée là? Comment un pays qui était encore très rural dans les années 1950, où plus de la moitié de la population vivait à la campagne ou dans de petites villes, est devenu ce pays où des dizaines de milliers de villages se vident lentement? La réponse, elle n'est pas simple. Et c'est pour ça que personne ne la donne vraiment honnêtement. La première raison, c'est la mécanisation agricole. Dans les années 1950 et 1960, les tracteurs et les machines ont remplacé les bras humains dans les champs. Une ferme qui avait besoin de 10 ouvriers agricoles pour fonctionner pouvait soudainement tourner avec 2 personnes. Ces ouvriers-là, ils sont allés où? En ville, vers les usines, vers les chantiers de reconstruction. C'était la croissance, les 30 glorieuses, et Paris et Lyon et Marseille avaient besoin de bras. Les campagnes les ont envoyés. Ça, c'est une cause naturelle, en quelque sorte. Une transformation économique qui n'a pas été inventée par un gouvernement. C'est arrivé dans toute l'Europe occidentale. Mais la France a fait un choix particulier pour y répondre. Et c'est là que ça devient politiquement intéressant. La deuxième raison, c'est une décision volontaire de l'État français. Et c'est une décision dont on parle très peu. Dans les années 1950 et 1960, l'État a choisi de concentrer ses investissements dans les grandes agglomérations et dans les zones industrielles. Les autoroutes ont été tracées pour relier les grandes villes entre elles. Les lignes ferroviaires ont été rationalisées et beaucoup de lignes rurales ont fermé. Les services publics ont été regroupés. Les hôpitaux se sont fusionnés en structures plus grandes et plus distantes. Les bureaux de poste ont disparu des villages. Les tribunaux se sont regroupés dans les préfectures. Chaque fermeture, prise isolément, est une décision raisonnable sur le papier. Un hôpital avec 200 lits est plus efficace qu'un hôpital avec 50. Un bureau de poste qui sert 10 clients par jour coûte plus cher à faire fonctionner qu'il ne génère de valeur. Comptablement, ces choix sont défendables. Mais ensemble, ils envoient un message très clair à ceux qui vivent dans ces territoires. Vous n'êtes plus une priorité pour l'État. On va vous livrer les services minimaux pour que vous puissiez survivre. Mais investir chez vous, développer votre territoire, croire en son avenir, non. Les ressources vont ailleurs. Et voilà le troisième facteur que je trouve le plus fascinant d'un point de vue humain. C'est ce qu'on pourrait appeler la psychologie du départ. Quelque chose que les sociologues qui étudient l'exode rural ont bien documenté. Partir d'un village, c'est jamais une décision facile. Ça veut dire couper des liens, laisser des proches, abandonner quelque chose qui fait partie de ton identité. Les premiers qui partent dans chaque village, ils ont besoin d'une raison forte. Un emploi, des études, une opportunité concrète. Mais une fois que le mouvement commence, il s'accélère tout seul. Quand ton voisin part, ça te donne plus facilement l'idée de partir toi aussi. Quand la boulangerie ferme, tu te demandes pourquoi rester. Quand l'école ferme, si tu as des enfants, la question ne se pose même plus. C'est ce que les chercheurs appellent un processus cumulatif. Les départs génèrent des départs. Et une fois que la dynamique est lancée, rien dans le village lui-même ne peut l'arrêter. Il faudrait une intervention extérieure forte, des emplois qui arrivent, des services qui s'installent, une raison concrète de rester ou de venir. Et cette intervention extérieure, dans la diagonale du vide, elle n'est pas venue. Ce qu'on perd et ce qu'on ne récupère jamais. Là, je veux m'arrêter sur quelque chose qu'on voit quasi jamais dans les articles sur ce sujet. Parce que la plupart des gens qui écrivent sur la diagonale du vide parlent des statistiques, des fermetures de services, des prix immobiliers qui s'effondrent. Ce sont des sujets importants. Mais personne ne parle vraiment de ce qu'on perd concrètement.
pas juste en termes démographiques, en termes de ce qui constitue une civilisation. La première chose qu'on perd, c'est le patrimoine physique. Ces territoires de la diagonale du vide sont truffés de patrimoine. Des châteaux romans du XIe siècle, des églises romanes construites il y a 800 ans, des maisons de maître en pierre de taille du XIXe siècle, des moulins à eau, des lavoirs, des fontaines. Une architecture qui s'est développée sur des siècles à partir des matériaux locaux et du savoir-faire local. Et quand une maison n'est plus habitée dans ces régions humides et froides, elle se dégrade très vite. La toiture cède la première, l'eau rentre, l'humidité s'installe dans les murs. Les planchers pourrissent. En 10 ans, une belle maison en pierre du XIXe siècle peut devenir une ruine dangereuse. En 20 ans, une ruine à moitié effondrée. En 30 ans, des pierres éparpillées dans de la végétation. On a des exemples concrets de ça dans toute la diagonale. Des villages où on peut encore voir les plans des rues d'avant, parce que les haies et les arbres ont poussé le long des anciens murs, mais où il ne reste plus aucun bâtiment debout. Juste la mémoire du plan d'un lieu qui a existé. La deuxième disparition, c'est la disparition mémorielle. Et c'est celle-là qui me touche le plus personnellement. Il y a des savoirs qui existent nulle part ailleurs que dans la tête des gens qui habitent ces villages depuis toujours. Des façons de faire certains fromages locaux dont les recettes exactes ne sont écrites nulle part. Des noms de lieux qui n'existent sur aucune carte officielle, mais que tout le monde dans le village connaît depuis des générations. Des histoires de famille, des anecdotes sur telle maison ou tel champ, des informations sur comment la communauté a vécu certains moments historiques. Le récit local, concret, incarné, d'une histoire qui n'a jamais été écrite. Quand le dernier vieux du village meurt, tout ça part avec lui. Définitivement. Il y a quelques années, un voyageur qui avait traversé la diagonale du vide à pied a raconté une rencontre dans un village de l'Aveyron. Un vieux paysan qui lui a dit, simplement, « On est les derniers. Après nous, il n'y aura plus personne pour se souvenir que c'était beau ici. » Cette phrase-là, elle me revient souvent quand j'y pense. Pas de pathos, pas de dramatisation. Juste un constat lucide d'un homme qui voit quelque chose s'éteindre et qui sait qu'il ne peut rien y faire. Partie 5. La Nièvre, le Cantal, la Lozère. Des visages concrets. Je veux qu'on aille un peu plus dans le concret maintenant. Parce que la diagonale du vide, c'est pas un concept abstrait. C'est des endroits réels, avec des noms, des histoires, des particularités. Prenons la Nièvre d'abord. La Nièvre, c'est un département de Bourgogne qui incarne parfaitement les contradictions de la diagonale. Forêt de chênes, rivières poissonneuses, châteaux médiévaux, gastronomie bourguignonne. Un cadre objectivement beau. Et pourtant, en 2020, la Nièvre affichait 14% de logements vacants. Un logement sur 7 vide. Dans ce département où la population n'a cessé de baisser depuis des décennies, une habitante de la Nièvre interviewée dans un documentaire récent disait quelque chose qui résume bien la situation. Elle disait « On sent qu'il y a une avancée pour la Nièvre, mais elle est encore en recul par rapport aux autres départements. » Et elle ajoutait « Et c'est ça qui m'a frappé. » Elle disait « Vu les études que veulent faire mes enfants, je suis sûre qu'ils ne vont pas rester dans la Nièvre. » Une mère qui aime son territoire, mais qui sait déjà que ses enfants vont partir. Et qui le comprend. C'est ça la réalité humaine de la diagonale du vide. Pas des gens qui détestent leur région. Des gens qui l'aiment et qui voient bien qu'elle n'offre pas à leurs enfants ce qu'elle devrait offrir. Le Cantal maintenant. Le Cantal, c'est le département qui a peut-être la densité la plus faible de toute la diagonale dans certaines zones. C'est aussi un des départements où la beauté des paysages est la plus spectaculaire. Le Puy-Marie, à 1783 mètres d'altitude, domine un paysage volcanique absolument unique en Europe. Les plateaux du Césalier, les vallées de la Maronne et de la Truyère. Un patrimoine naturel exceptionnel. Et dans ce département au paysage de carte postale,
Il existe des communes où le dernier habitant est parti depuis des années, où la mairie reçoit encore du courrier mais n'a plus personne pour l'ouvrir. Marc, un télétravaillé qui a quitté la région parisienne pour s'installer dans le Cantal, racontait récemment son expérience. Il disait qu'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait, l'espace, la nature, le calme, une vie moins chère. Mais il disait aussi quelque chose d'important. Il disait que l'hiver, il y a des semaines où on voit personne. Pas une voiture dans la rue, pas un voisin à qui parler. Et qu'il avait dû construire sa sociabilité sur d'autres bases que la proximité géographique. Que c'était pas pour tout le monde. Et la Lozère pour finir cette traversée. La Lozère, c'est le département le moins peuplé de France métropolitaine. Pas l'un des moins peuplés, le moins peuplé. Environ 77 000 habitants pour 5 167 km². Soit une densité d'environ 15 habitants au kilomètre carré. 10 fois moins que la moyenne nationale. Dans ces espaces-là, les distances prennent une autre dimension. L'hôpital peut être à 40 km. Ce qui, en ville, représente une demi-heure de trajet urbain. En Lozère, sur des routes de montagne, avec du verglas de novembre à mars, ça peut représenter 1 heure de conduite dans le meilleur des cas. Et en cas d'urgence cardiaque à 2 heures du matin, cette heure-là, elle compte différemment. Le paradoxe qui dit tout sur la France. Maintenant, je vais te partager un chiffre qui a complètement changé ma façon de voir ce sujet. Un chiffre que je trouve fascinant et un peu troublant à la fois. 81%. C'est la proportion de Français qui, dans une enquête menée par l'IFOP et Familles Rurales en 2018 et confirmée en 2023, déclarent que la vie à la campagne est leur mode de vie idéal. 81%. 4 Français sur 5. Pas 1 sur 5. Pas la moitié. 4 sur 5 déclarent préférer la vie à la campagne. Et pourtant, les campagnes se vident. Comment c'est possible ? Comment peut-on être dans un pays où 4 personnes sur 5 veulent vivre à la campagne et voir les campagnes se dépeupler d'année en année ? La réponse, quand on y réfléchit vraiment, elle est assez simple. Et elle révèle quelque chose d'important sur la différence entre ce qu'on désire et ce qu'on peut réellement faire. Les gens ne partent pas à la ville parce qu'ils préfèrent le béton. Ils ne partent pas parce qu'ils aiment le bruit, la pollution, les transports en commun bondés, les loyers impossibles. Ils partent parce que c'est là que sont les emplois, parce que c'est là que sont les hôpitaux, parce que c'est là que leurs enfants auront accès aux meilleures écoles et aux meilleures opportunités. Parce que c'est là que se construit une carrière dans la plupart des secteurs en 2026. Ce n'est pas un choix de vie, c'est une contrainte économique. Et les deux choses sont très différentes. La France rurale ne se vide pas parce que les Français n'en veulent pas. Elle se vide parce que les conditions objectives pour y vivre une vie ordinaire, avec un emploi stable, un accès aux soins, une école pour les enfants, des perspectives pour l'avenir, ont été progressivement retirées. Et là, quelque chose est peut-être en train de changer. Quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Le télétravail. En 2017, 3% des salariés français télétravaillaient au moins 1 jour par semaine. Après 2020 et les confinements successifs, ce chiffre a explosé. En 2022, c'était 19,4%. Et en 2024, on approche les 32%. Un salarié sur 3 travaille régulièrement depuis chez lui. Si tu travailles depuis ton ordinateur, si ton métier peut s'exercer avec une bonne connexion Internet et quelques réunions en visio, est-ce que tu as vraiment besoin d'être à Paris ? Est-ce que tu as besoin de payer 1 500 ou 2 000 euros par mois pour 35 mètres carrés dans le 15e arrondissement ? Ou est-ce que tu peux t'installer dans une belle maison en pierre pour 80 000 euros dans un village de Bourgogne, avec un jardin, un potager, du silence la nuit, et regarder les champs par la fenêtre pendant ta réunion Zoom du lundi matin? Cette question-là, de plus en plus de gens se la posent vraiment. Et certains passent à l'acte. On voit depuis 2020 de nouveaux arrivants dans des communes qui n'en avaient plus vu depuis 20 ans.
Des jeunes couples avec des enfants qui s'installent dans des maisons que personne ne voulait plus. Des artisans qui ouvrent des ateliers dans d'anciens commerces fermés. Des initiatives locales qui se créent. Est-ce que ça va renverser la tendance? Honnêtement, pas seul. Pas sans d'autres changements structurels. Mais c'est peut-être la première vraie opportunité depuis 60 ans. La vérité que personne ne dit sur le retour. Soyons honnêtes, parce que cette honnêteté, elle est importante si on veut pas juste faire une vidéo romantique sur la belle campagne française. Le télétravail ne va pas sauver la diagonale du vide à lui seul. Loin de là. Le premier problème que peu de gens mentionnent vraiment, c'est le désert médical. Dans certaines zones de la diagonale, trouver un médecin généraliste qui accepte de nouveaux patients peut prendre des mois. Parfois, c'est même pas une question de délai. Il n'y en a tout simplement plus dans un rayon raisonnable. Les spécialistes, c'est encore une autre histoire. Et si t'as une urgence cardiaque à minuit dans un village isolé de la Creuse profonde, les 40 km qui te séparent de l'hôpital le plus proche sur une route de montagne verglacée, c'est pas qu'une contrainte. C'est une réalité qui peut avoir des conséquences très concrètes. Le deuxième problème, c'est la connectivité numérique. Oui, certaines zones rurales sont maintenant bien couvertes en fibre optique grâce aux programmes nationaux de déploiement. Mais dans d'autres, la connexion reste aléatoire, insuffisante pour du télétravail sérieux. Et dans ces zones-là, l'argument du télétravail comme solution ne tient pas. Le troisième problème, c'est ce que j'appelle le tissu social clairsemé. Quand tu t'installes dans un village qui se vide depuis 30 ans, tu arrives dans une communauté qui s'est rétrécie. Les liens entre les gens qui restent sont déjà noués depuis longtemps. T'es l'étranger. Le Parisien ou le Lyonnais qui est venu acheter la maison du vieux. L'intégration, elle peut très bien se passer. Mais elle demande du temps, de l'humilité et une vraie volonté de s'inscrire dans quelque chose de local plutôt que de rester dans ta bulle de télétravailleurs qui se voient uniquement entre eux. Et le quatrième problème, le plus profond peut-être, c'est l'incertitude sur l'avenir des services. T'installes dans un village qui a encore une école. Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle sera encore là dans 5 ans si la démographie continue de baisser? T'habites à 30 km de l'hôpital. Mais les restructurations hospitalières continuent. Dans 10 ans, cet hôpital sera peut-être à 60 km. Ces questions-là, il faut se les poser honnêtement avant de s'installer dans la diagonale du vide. Pas pour ne pas y aller, mais pour y aller avec les yeux ouverts et un projet réfléchi. Ceux qui réussissent vraiment à s'ancrer dans ces territoires, pas juste à y passer quelques années avant de repartir en ville, ils ont en commun une chose. Un projet concret qui les connecte au territoire. Pas juste une envie de fuir la ville. Pas juste une fascination romanesque pour la campagne. Un projet artisanal, agricole, culturel, entrepreneurial. Quelque chose qui les rend utiles localement. Quelque chose qui crée des liens. Un village de l'Aveyron, Arvieux, environ 800 habitants, a fait quelque chose d'assez remarquable il y a quelques années. Face au déclin démographique, les habitants, tous les habitants, ont pris le destin du village en main. Ils se sont réunis en commission, ont travaillé sur un plan d'action pour l'avenir du village, ont élaboré des propositions concrètes. Un exercice de démocratie locale qui a impressionné les observateurs extérieurs. Pas une solution miracle, mais une preuve que ces territoires ne sont pas condamnés si les gens qui y vivent décident de se battre pour eux. Partie 8. Pourquoi l'État laisse faire? C'est la question la plus difficile. Et je vais essayer d'y répondre honnêtement, sans tomber dans la facilité du complot ou de la négligence volontaire. L'État sait. Les chiffres de l'INSEE sont publics, accessibles à tout le monde. Les géographes alertent depuis les années 1980. Les maires de ces communes écrivent des lettres, font des réunions avec leurs préfets, interpellent leurs députés. Le problème est parfaitement documenté, parfaitement connu. Alors pourquoi ça continue? La première raison, elle est arithmétique et brutale. Ces territoires pèsent peu politiquement. Un département comme la Creuse ou la Lozère envoie très peu de représentants à l'Assemblée nationale.
Leur poids dans les calculs politiques nationaux est marginal. Un gouvernement qui investirait massivement dans la diagonale du vide le ferait au profit d'une minorité d'électeurs. Les arbitrages budgétaires vont rarement dans ce sens. La deuxième raison, c'est économique. Maintenir des services de qualité dans des zones peu denses coûte objectivement plus cher par habitant que dans des zones denses. Un hôpital pour 5000 personnes dispersées sur 1000 km² revient beaucoup plus cher par patient qu'un hôpital pour 50 000 personnes en ville. Dans une logique de rationalisation budgétaire, les territoires peu denses perdent presque toujours ces calculs. Et la troisième raison, je pense, c'est culturel. On vit dans un pays qui a construit son identité moderne autour de la métropole, de la modernité, de la croissance urbaine. L'idée même qu'un territoire puisse avoir un avenir en étant peu dense, en vivant autrement, à un rythme différent, cette idée-là, elle n'est pas vraiment dans l'ADN de la politique française. Un village qui perd des habitants, c'est vu comme un échec. Un symptôme de sous-développement à corriger en attirant des habitants urbains plutôt qu'en valorisant ce qui fait l'identité du territoire. Et voici ce que je pense personnellement, et c'est le point de vue que défend ce canal. Ce vide n'est pas naturel. Ces territoires ont été vivants pendant des siècles. Ils ont nourri la France, ils ont fourni ses soldats, ils ont préservé ses forêts et ses rivières. Ce sont des décisions, politiques, économiques, sociales, qui ont produit ce résultat. Et des décisions différentes, à différents moments, auraient pu produire un résultat différent. Ce qui me semble important de comprendre, ce n'est pas de chercher des coupables. C'est de comprendre les mécanismes pour, peut-être, commencer à les inverser. Ce qui se joue vraiment ici. Au bout de cette vidéo, je veux revenir à cette question que je t'avais promise au début. La diagonale du vide, c'est pas juste un problème démographique. C'est pas juste un problème d'économie rurale ou de services publics. C'est une question qui touche à ce qu'on veut que la France soit. Est-ce qu'on veut un pays qui se concentre de plus en plus dans quelques grandes métropoles, avec une périphérie de plus en plus vide? Est-ce qu'on accepte que cette France des villages, des plateaux, des forêts, des rivières, cette France qui constitue la majorité du territoire national, continue de se vider en silence? Ou est-ce qu'on décide de regarder en face ce qui se passe, de comprendre les mécanismes, et de chercher des réponses différentes de celles qu'on a essayées jusqu'ici? Je n'ai pas de réponse toute faite à ces questions. Et ce canal n'est pas là pour t'en donner une. Ce qu'il est là pour faire, c'est montrer, documenter, nommer les endroits, raconter les histoires, mettre des visages humains sur des statistiques. Parce que des endroits qu'on ne voit pas, on peut les laisser disparaître sans même s'en rendre compte. Et des endroits qu'on a nommés, qu'on a montrés, qu'on a racontés, ces endroits-là, ils ont une chance. Peut-être pas de revenir à ce qu'ils étaient, mais de trouver ce qu'ils peuvent devenir. Est-ce que tu as des liens avec cette France-là? Une grand-mère dans un village qu'elle n'a jamais quitté. Une maison de famille quelque part dans le Massif central ou en Bourgogne. Un souvenir d'enfance dans un de ces endroits qui a changé depuis. Ou peut-être t'es quelqu'un qui a fait ce choix de quitter la ville pour s'installer dans un de ces territoires. Raconte-moi en commentaire. Je lis vraiment tous les messages et les meilleures histoires, les plus vraies, les plus incarnées. Je les garderai peut-être pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a fait voir la France différemment, un like, ça m'aide vraiment à faire connaître ce travail. Ça prend 2 secondes et ça change beaucoup pour un canal qui démarre. Et si t'es pas encore abonné à la France qui disparaît, là maintenant c'est le bon moment. On revient très bientôt avec la suite. Prends soin de toi.